Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Moins de 5% de cadres de la fonction publique possèdent une licence. Autant dire que ça ne va pas trop bien au sein de l'administration publique. Cette révélation un peu désarçonnante, troublante, a été faite par le directeur général de l'Office de management et des ressources humaines, OMRH, Monsieur Josué Pierre-Louis, qui est en studio avec nous. Directeur, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Monsieur Allen, c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation et je profite pour saluer tous les auditeurs, téléspectateurs, auditrices et téléspectatrices de Radio Télé Métropole. Alors, j'ai lancé le sujet, moins de 5% de cadres de la fonction publique possèdent une licence. On ne va pas l'aborder rapidement, mais voyons tout d'abord pour la santé de l'OMRH, si je peux m'exprimer ainsi. On sait qu'au niveau de l'Office, il y a un processus de réforme de l'État qui a été enclenché depuis peu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, une petite historique. Lors du Forum international sur la réforme de l'État, organisé le 22 et 23 mars 2018, le président de la République avait instruit le coordonnateur général de l'OMRH, via la primature, de proposer un programme de modernisation de l'État. C'est ainsi, on a pris toutes les dispositions dans le cadre d'ailleurs d'un arrêté qui a été pris par le Premier ministre formant le comité d'élaboration, d'introduire au sein du comité des membres de la société civile pour que ce soit un processus inclusif et participatif. Et le comité a travaillé, on a organisé plusieurs séances, plusieurs séminaires, plusieurs ateliers. Et on a un programme de modernisation qui est fin prêt et que cet après-midi même que je vais proposer au président de la République via le Premier ministre. Donc c'est un programme très ambitieux et avec pour objectif de placer le citoyen au cœur de la réforme. Donc la finalité du programme de modernisation de l'État, c'est d'arriver à un État moderne qui répond aux aspirations des usagers. C'est la raison d'être même du programme de modernisation de l'État. Réformer, c'est changer, c'est apporter des innovations, c'est même rénover, retoucher, retaper, à la limite, révolutionner, en quelque sorte, dans une moindre mesure, bien sûr. Lorsqu'on parle de réforme de l'État, on parle de quoi, par exemple? Est-ce que c'est écarter les anciens pour faire entrer les nouveaux, vulgairement? Est-ce que c'est comme ça? Oui, mais pas seulement ça. De nos jours, la réforme de l'État, comme j'aime bien le dire, c'est même pas une option, c'est une nécessité. Parce que les citoyens, les usagers, deviennent de plus en plus exigeants. Ils demandent des services de qualité, de proximité. On doit agir, résoudre la question de lenteur. D'ailleurs, les dispositions des articles 19, 23, 24 et suivants de la Constitution fait obligation à l'État. L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la santé, à la vie, à l'éducation, à un logement décent. Et c'est l'administration qui est l'instrument par lequel l'État doit remplir ses missions. Donc c'est l'administration qui a en charge la bonne marche de l'État. Donc si on n'a pas une administration performante, compétente, dynamique, donc l'État ne pourra pas accomplir ses missions constitutionnelles. Donc d'où l'intérêt de réformer l'État dans toutes ses composantes. Et qu'on parle de réforme de l'État, donc il faut voir les trois grandes composantes. C'est la réforme de l'administration, la réforme administrative, la réforme fiscale et la réforme territoriale. Donc le programme
de modernisation 2023, avec comme pour sigle PME 2023, donc à aborder l'ensemble de ces composantes dans ce programme. Donc on parle de réforme de l'État, c'est très large. Donc on va mener cette réforme autour de 11 axes, avec concentré autour de 3 grands piliers. Donc le premier pilier concerne la rénovation du système administratif, et c'est de là que l'on va parler de l'administration publique, de la fonction publique, de l'amélioration de la prestation des services publics aux usagers, et on va parler aussi de la gouvernance électronique. Il y a le deuxième pilier qui concerne la réforme fiscale, la réforme des finances publiques et la gouvernance économique, et le troisième pilier parlera de la coordination de l'action gouvernementale et de la gouvernance territoriale. On croit savoir qu'au niveau de l'administration publique, il y a des gens, sinon la majorité des gens, n'arrivent pas à occuper une fonction par mérite, mais plutôt par accointance, par parrainage. Est-ce que dans la réforme de l'État, vous allez essayer de, même pas essayer, vous allez tout carrément couper court avec ces genres de pratiques? Doit-on croire, doit-on voir la question ainsi? Plus maintenant. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a passé des instructions claires. Toute intégration dans la fonction publique doit se faire par voie de mérite, par voie de concours. La République, c'est la méritocratie. C'est le talent et le mérite qui doit conduire à la fonction publique. D'ailleurs, le Premier ministre, son Excellence Jean-Henri Séan, a pris la première décision qu'il a prise, c'est une circulaire pour rappeler au ministre de veiller à ce que toute intégration dans la fonction publique se fasse par voie de concours. D'ailleurs, il a pris une mesure salutaire cette semaine. Il va organiser un séminaire gouvernemental pour attirer l'attention des membres du gouvernement sur la nécessité de respecter les dispositions constitutionnelles et réglementaires. Et nous autres, à l'OMH, notre rôle, c'est de veiller au respect des normes, au respect des dispositions constitutionnelles et au respect des dispositions réglementaires, et notamment du décret de 2005 portant révision du statut de la fonction publique. Parce que le problème, c'est extrêmement important. L'État haïtien a un rendez-vous. Et c'est indiqué dans le programme stratégique de développement d'Haïti, et ça a été repris à plusieurs reprises par le président de la République, et même lors de sa présentation, son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est que Haïti doit être un pays émergent à l'horizon de 2030. Donc pour arriver à l'émergence, il faut une administration publique compétente, il faut une administration publique performante. Et il n'y a pas d'autre choix, il faut recruter, il faut qu'il y ait les meilleurs cadres à des postes de responsabilité. Il faut une fonction publique qui représente la colonne vertébrale de l'administration, une fonction publique et compétente, performante. Donc, on n'a pas le choix. C'est même pas, comme je viens de dire, une option, c'est une nécessité. Sinon, donc... Est-ce que je peux ajouter derrière absolu? Ah, oui, absolument, oui. C'est qu'on fera tout. D'ailleurs, il y a des instructions claires de la part des autorités publiques, et nous autres, à l'OMH, nous sommes tous conscients de cette nécessité. Et ce n'est même pas l'OMH, c'est tous les fonctionnaires. Ils sont d'avis sur cette question, parce que c'est l'administration qui a en charge, comme je vous ai dit, la bonne marche de l'État. Et surtout, le problème, c'est que dès que quelqu'un rentre dans la fonction publique, il rentre jusqu'à la pension. Parce qu'on ne peut pas le révoquer, on ne peut pas prendre des mesures de révocation, sauf pour des cas limitativement prévus par la loi. Donc ça veut dire qu'on doit s'assurer que cette personne remplisse les conditions exigées par la loi. Attardons-nous un peu sur la notion de concours. Aujourd'hui, quelqu'un qui aspire, quelqu'un qui aimerait intégrer l'administration publique doit subir un concours. C'est ça? Oui. OK. Voyons la question à un plus haut niveau. On sait que un poste ministériel, par exemple, c'est un poste politique, on le dit souvent. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les directions générales, on assiste aussi que ça devient un poste politique. Il y a des parlementaires qui
proposent, qui soumettent des noms de personnalités comme directeur général, etc., etc., est-ce que quelqu'un qui est appelé à devenir ou encore à jouer un rôle de directeur général est astreint également à un concours? Oui, bon, peut-être on pourra en parler tout au long de l'interview, mais c'est la Constitution qui donne cette prérogative au président de la République, qui fait que les directeurs généraux sont des postes au grand choix, c'est-à-dire qu'ils sont désignés directement en Conseil des ministres par le président de la République. Ce que j'essaie de faire avec le cabinet du président et les principaux conseillers du président, et j'en ai parlé aussi au président, de voir comment réserver une partie de de nomination des directeurs généraux et pour des fonctionnaires de carrière, d'accord, au mérite. Et ça, on est en débat, on est en discussion avec les autorités du palais et avec le Premier ministre pour voir si on peut, comme se fait dans d'autres pays, réserver un tiers, par exemple, pour que ce soit, un tiers soit réservé aux fonctionnaires et de carrière. Mais un peu la promotion institutionnelle. La promotion institutionnelle, la promotion interne, si on peut dire ça. D'ailleurs, le texte même a dit que, normalement, si on regarde l'esprit même du texte, c'est que le directeur général, c'est un fonctionnaire de carrière. C'est ce qui est dit. Donc, c'est un poste, un emploi, généralement qui est réservé aux fonctionnaires de carrière. Mais comme c'est nommé en Conseil des ministres par le président de la République, forcément, ça devient un poste politique. Mais en revanche, pour tous les autres emplois dans la fonction publique, ça doit se faire par concours. Et n'oubliez pas, il y a 4 catégories, d'accord, d'emplois dans la fonction publique. Il y a catégorie A qui est réservée aux cadres ayant une licence, et ce sont des postes d'emploi de conception, d'élaboration. Catégorie B est pour des tâches d'élaboration, catégorie C, exécution et catégorie d'exécution. C'est-à-dire que, et pour chaque catégorie, il y a des conditions spécifiques, donc qui sont exigées, d'accord, pour chaque catégorie. Et quand on dit concours, donc la licence, peut-être on peut revenir, c'est seulement pour les postes de catégorie A. Maintenant, pour les ministres, les secrétaires d'État et les directeurs généraux, la Constitution, comme c'est des postes nommés par arrêté, c'est-à-dire que quand vous êtes nommé par arrêté, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un emploi permanent. Parce que la fonction publique haïtienne, c'est une fonction publique statutaire, c'est-à-dire une fonction publique de carrière. Et quand vous êtes nommé par arrêté, donc vous n'êtes plus dans la carrière. Et nous sommes en train d'agir sur cette problématique, et c'est prévu aussi dans le pilier 1 et qui concerne l'axe 3, qui parle de la rénovation de la fonction publique, et on a adressé cette problématique. Qui peut aujourd'hui intégrer l'administration publique, ou encore quels sont les critères pour intégrer l'administration publique? Tout citoyen qui remplit toutes les conditions exigées par la Constitution et par la loi, être de nationalité haïtienne et jouir de ses droits civiques, n'ayant jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. Donc ce sont les conditions, les conditions de qualification. Après, maintenant, il faut regarder pour quelle catégorie. Donc si on veut intégrer un poste, un emploi de catégorie A, il faut avoir une licence. Et de catégorie B, on dit qu'il faut avoir un certificat attestant que cette personne a suivi un parcours universitaire de 4 ans. Et ainsi de suite, catégorie C et catégorie D. Maintenant, les concours sont ouverts. On a déjà organisé plusieurs concours au niveau national et d'autres concours sectoriels. Et cette année, on va organiser 4 grands concours, notamment d'ici le mois d'octobre, 15 octobre, un concours pour le corps d'ingénieurs et d'architectes. Et 2 mois après, on va organiser un grand concours pour recruter des directeurs managers pour le ministère et de l'Agriculture. Et vers le 3e trimestre de l'année 2019, on va organiser un autre concours pour former le corps d'inspecteurs généraux de l'État. Donc ça veut dire que maintenant, l'intégration dans la fonction publique par voie de concours devient une réalité, et j'en profite pour saluer le travail. On ne pourra pas faire ça sans l'appui et le concours direct du président
de la République. Et je me réjouis encore que ce soit le Premier ministre Jean-Henri Séan. D'ailleurs, avant même sa nomination comme Premier ministre, il a participé dans la plupart des travaux avec nous pour rédiger le programme de modernisation de l'État. Donc, cela dit, il n'y a pas, disons, la porte n'est pas fermée aux étudiants, aux mémorants, aux étudiants finissant aux mémorants qui aimeraient faire l'expérience au sein de l'administration publique. Ah, tout à fait. Parce qu'il y a une catégorie qui les prend en compte. Tout à fait, parce qu'il y a plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'il y a des postes les emplois de soutien, d'accord, les gardiens, chauffeurs, secrétaires de direction, assistantes administratives, chefs de service, professionnels seniors, assistants directeurs. Donc il y a plusieurs, de chaque catégorie, il y a plusieurs grades. Et à l'intérieur de chaque grade, il y a plusieurs échelons. Donc c'est pourquoi il faut regarder la fiche de poste, les conditions qui sont exigées. Donc tout Haïtien, d'accord, qui remplit les conditions peut passer l'un des différents concours et en fonction de catégories ou de grades exigés. Est-ce qu'au niveau de l'OMRH, vous avez toute la latitude pour travailler, toutes les entités de l'État tombent sur votre, je dirais pas domination, mais est-ce que vous avez un œil sur toutes les entités de l'État? Je parle là de l'AAN par exemple, l'ONA, les organismes déconcentrés, tout au niveau de l'État. Ok. Avant la réforme qui a commencé depuis longtemps, c'est-à-dire depuis 1998, avec la Commission nationale de réforme administrative, et après il y a le grand moment de la réforme, c'était en 2005, notamment avec l'adoption des 2 décrets qui constituent le cadre de référence maintenant dans toute question qui concerne la réforme de l'État, et notamment les 2 décrets, l'un portant révision du statut général de la fonction publique et l'autre portant sur l'administration centrale de l'État. Et on a 2 textes qui sont déposés au Parlement. Donc, par rapport à l'amendement de la constitutionnelle qui a eu lieu, maintenant, on ne peut plus parler de l'administration centrale de l'État, mais de l'administration d'État. Parce que l'État, d'accord, se repose sur 2 grands piliers, et qui est l'administration de l'État et l'administration des collectivités territoriales. Là, on pourra en parler. Il y a 4 grandes entités qui ont été instituées pour accompagner le président de la République et le Premier ministre. Le secrétariat général de la présidence, le secrétariat général de la primature, le coordonnateur, l'office de management et des ressources humaines, et le CESAF, qui est le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique. L'OMH, c'est un organe qui relève directement du Premier ministre. C'est un organe de coordination stratégique qui relève directement du Premier ministre. Donc quand j'agis par délégation du Premier ministre. Parce que, au regard de la Constitution, c'est le Premier ministre qui dispose de l'administration et qui confie cette responsabilité au coordonnateur général de l'OMH, qui a rang de ministre, parce que l'OMH, c'est l'ancien ministère de la fonction publique. Mais on estime que quand c'est un ministère, donc c'est plus sectoriel, donc quand on fait un organe de coordination stratégique qui relève directement du Premier ministre, ça nous permet d'avoir un regard général sur l'ensemble des administrations et de l'État pour pouvoir attirer l'attention du Premier ministre sur les cas de dysfonctionnement. Et naturellement, donc l'OMH est chargé au regard de la loi, d'accord, c'est l'OMH qui est en charge de la gestion globale des effectifs de la fonction publique, de l'administration publique. Donc l'OMH, si on peut faire court, c'est le directeur, le coordonnateur général de l'OMH, c'est le directeur des ressources humaines de l'État. Donc, c'est-à-dire que j'ai un droit de regard, d'accord, sur tout ce qui se passe au niveau de la fonction publique et aussi au niveau des administrations de l'État. Il est vrai qu'il y a quand même des tempéraments que l'on pourra regarder plus tard en fonction des organismes autonomes,
parce que comme vous le savez, il y a deux catégories d'organismes autonomes. Il y a les organismes autonomes à caractère culturel, scientifique, d'accord, et des organismes autonomes à caractère industriel, commercial et financier. Donc, il y a un petit tempérament que l'on pourrait avoir tout au long de l'émission. Alors, il n'en demeure pas moins vrai que vous ne disposiez pas d'un pouvoir de révocation. Par exemple, si on signale à l'attention de l'OMRH que tel ou tel employé fait montre d'impéritie dans ses fonctions, vous n'avez pas la possibilité de révoquer cette personne en question. Non plus, et ça c'est l'un des grands acquis. Et je salue tous ceux qui ont travaillé pour y arriver. Et parce que on est dans une fonction publique de carrière, donc il ne peut pas y avoir de révocation. Donc la personne intègre la fonction publique jusqu'à la pension. En revanche, il y a des conditions, d'accord, et dans le cas, alors il y a des cas limitativement énumérés par la loi que le fonctionnaire peut faire l'objet de révocation. Dans ce cas, la Cour des comptes doit se prononcer. Donc vous travaillez également avec la Cour supérieure des comptes? Ah, énormément. On travaille avec la Cour des comptes. D'ailleurs, on est obligé de travailler avec l'ensemble des institutions, et notamment la Cour des comptes, que j'en profite pour saluer les membres, qui apportent un appui vraiment considérable aux activités de l'OMRH. Je vais prendre... Et qu'en est-il du Parlement, par exemple? Et il y a un journaliste qui avait dénoncé, je dirais, pas seulement l'atonie, mais plutôt la l'oisiveté de certains employés au Parlement. Il y a beaucoup d'employés qui sont employés à ne rien faire, pour citer le reportage du journaliste. Est-ce que de ce côté-là, vous avez un œil rivé sur ce phénomène au niveau du Parlement? Même des parlementaires dénoncent aussi ce fait. C'est une question extrêmement importante, et lors du dépôt des deux textes de loi par l'ancien Premier ministre Jacques Lafontaine devant le Parlement, donc j'étais avec lui, et cette question a été agitée. Parce qu'il faut quand même se rappeler, il y a plusieurs fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, la fonction publique parlementaire et les juges, d'accord. Maintenant, nous autres, l'OMRH, s'intéresse de la fonction publique, d'accord, qui relève des fonctionnaires qui relèvent du pouvoir exécutif, qui relève du Premier ministre. Parce que les dispositions sur l'article 60 et suivant de la Constitution précisent que chaque pouvoir, d'accord, doit rester dans les limites de ses attributions. Donc il y a trois fonctions. Peut-être là, on verra, il y a même la fonction publique territoriale. Donc il y a un grand débat qui est en discussion. Pourquoi ne pas réunir pour qu'il y ait une seule fonction publique? Parce que quand même, on verra ça peut-être lorsqu'on va aborder la question de retraite. Maintenant, l'OMRH s'occupe de la fonction publique de l'État. C'est-à-dire que, mais la fonction publique parlementaire, donc c'est nommé par le Parlement au nom du principe de la séparation des pouvoirs. L'exécutif ne peut pas s'interférer dans les affaires du Parlement comme il ne peut pas s'interférer dans les affaires du pouvoir judiciaire. Donc il y a déjà une loi portant statut du pouvoir judiciaire. Je me réjouis parce que je faisais partie, j'étais le principal rédacteur avec d'autres de ce projet de loi et de ce texte. Maintenant, cette loi a été votée. Le pouvoir judiciaire maintenant a sa propre loi pour gérer les juges et les commissaires du gouvernement, même si le parquet relève du ministère et de la justice, de l'exécutif. Et au niveau du Parlement, donc ils ont leurs propres fonctionnaires. Et là, maintenant, on parle de tous les agents publics qui relèvent de l'exécutif, c'est-à-dire du président de la République ou du Premier ministre. Il y a une institution comme la DGI qui est gangrenée par des racketteurs. Et il est bruit qu'il y a des employés au niveau de cette institution qui sont de connivence avec les racketteurs,
tout ça. Est-ce que ces genres ce qui peut être considéré comme un scandale, est-ce que ces genres de scandales tombent à l'oreille de l'OMRH? Est-ce que vous pouvez agir aussi sur ce phénomène qui ne date pas d'hier, bien sûr? Et c'est ce que je vous avais dit au départ. La raison d'être même du programme de modernisation de l'État 2023, PME 2023, c'est de placer l'usager au cœur de la réforme, au cœur des services publics. Et lors du séminaire, on a un haut fonctionnaire qui avait fait une présentation remarquable, extraordinaire, où elle a parlé du calvaire du contribuable, du calvaire de l'usager. Et c'est pourquoi l'un des grands axes, l'axe principal du PME, c'est amélioration de la prestation du service public aux usagers. Donc ça veut dire qu'au cours de ce trimestre, à partir de ce mois, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, il y a un ensemble d'interventions qui vont se mettre en place en vue d'améliorer les services rendus aux usagers. Déjà demain, on doit organiser une grande rencontre avec 8 directeurs généraux, notamment des directeurs généraux où il y a une forte affluence par rapport qui donne davantage de services aux citoyens. Je veux parler de l'immigration, de DGI, des archives nationales, de la douane, d'INEPA, ONI, ONA. On va signer la charte d'engagement de prestation de services de qualité aux usagers. Et après, on va soumettre cette charte au président de la République qui prendra les dispositions nécessaires avec le Premier ministre pour prendre des mesures en vue d'améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Donc ça veut dire que c'est la raison d'être même du PME, c'est l'amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens. Et là, rassurez-vous, au cours de ce trimestre, vous allez voir les différents changements au sein des différentes administrations de l'État. Et le président a eu une bonne idée. Et à l'époque, lorsqu'il a passé des instructions au Premier ministre, d'associer des personnalités de la société civile avec des fonctionnaires de grande qualité, parce qu'il faut savoir qu'on a des fonctionnaires en Haïti de très grande qualité, même des dimensions internationales, et qui ont travaillé sur ce document avec nous, et aussi des personnalités très représentatives au niveau de la société civile. Il y a professeur Oni Desroches, qui est le vice-président du comité d'élaboration, le révérend Édouard Poult, le révérend Claude Judy, et Madame Julien, et Madame Deverson. D'accord, il y a d'autres, Monsieur René Julien. C'est-à-dire qu'on a plusieurs personnalités de la société civile, professeur Amari-Joseph Noël, qui travaillent avec nous pour mettre en place, pour finaliser ce processus, ce programme de modernisation de l'État. Donc, ce qu'on a fait, parce que l'évaluation qui a eu lieu sur les 2 précédents PCRE, comme vous le savez, donc la réforme a commencé depuis 1998 et que chaque 5 ans, il y a un programme de réforme de l'État. Donc ça a commencé depuis ce président Epréval, c'est-à-dire en 2007, c'était le premier PCRE 1, le programme cadre de réforme de l'État. De 2007 à 2012, ça a été le premier programme. Le deuxième programme, 2012 à 2017. Et 2018, d'accord, il était question de préparer le nouveau programme. Lors des échanges avec le président et son directeur de cabinet et les conseillers spéciaux, on s'est dit qu'on ne peut plus avancer comme ça. On doit faire l'évaluation des 2 précédents PCRE pour voir où en sommes-nous. Et on a pu remarquer qu'on a fait beaucoup de progrès sur le plan conceptuel. Mais il y avait d'énormes lacunes au niveau opérationnel. Et c'est pourquoi le programme de modernisation de l'État 2023 est axé essentiellement sur l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un cadre conceptuel théorique. Maintenant, on est pratique, pragmatique et réaliste. Et c'est pourquoi
Et le plus important, ce que les citoyens nous demandent, c'est de voir, d'accord, des mesures, d'accord, où la qualité du service est meilleure. C'est ça le plus important pour le citoyen. C'est pourquoi on va mettre en place des programmes à fort impact direct, d'accord, sur la vie des citoyens. Pour voir que maintenant, quand par exemple vous envoyez une correspondance à une administration, mais l'administration doit vous répondre. Il y a un délai à partir duquel l'administration doit vous répondre pour vous dire que monsieur, d'accord, on a accusé réception de votre correspondance et vous indiquer la voie à suivre et quel service qui doit traiter votre demande. Parce que le citoyen dans un État démocratique, c'est le propriétaire. C'est le citoyen qui paie. C'est le citoyen qui décide. Le service ou encore les services sont toujours caractérisés par une lenteur désolante. Et c'est pourquoi que vous allez voir que ça s'est adressé, et notamment à l'axe 1 du premier pilier, qui est l'amélioration de la qualité et du service rendu aux citoyens. C'est pourquoi que l'axe 4, qui parle de la gouvernance électronique, parce que ça va permettre de simplifier les procédures. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour demander, solliciter un service. Donc à distance. D'accord? Donc vous allez être capable, en mesure, d'accord, de faire cette demande et de suivre le processus, le parcours et du dossier. Et il y a un axe important, c'est l'axe 3 qui parle de promotion d'une administration orientée vers les résultats. Et ça, vous l'avez dit. Si on a une administration qui ne remplit pas ses missions constitutionnelles, ça ne sert à rien. C'est pourquoi on a introduit comme approche la gare, la gestion axée vers les résultats. Parce que la gare, c'est quoi? C'est une approche managériale qui met l'accent sur la mesurabilité de l'action. Donc ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Il faut que maintenant les administrations donnent des résultats. C'est-à-dire que si vous êtes une administration qui est chargée de délivrer ce passeport, à la fin de l'année, il faut qu'on soit capable de voir que combien de nombre de passeports qui ont été émis, est-ce que c'est fait mois après mois, dans un délai prévu, fixé par la loi. En tant que citoyen, ce que vous attendez, si vous avez besoin de passeport, il faut qu'on soit capable de vous dire que dans 2 mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines, si vous faites la demande, voilà le parcours à suivre et in fine que vous aurez votre passeport. Donc l'administration doit remplir ses missions pour lesquelles elles ont été constituées. Sinon, ça ne sert à rien, parce que ça coûte de l'argent à l'État. Et c'est l'article 234 qui le dit. L'administration publique est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et objectifs dans le cas en vue d'arriver à la rentabilité. Pour que l'État, l'administration soit rentable, il faut une promotion, il faut une gestion axée, orientée vers les résultats. Nous allons marquer la pause à cette émission, Monsieur Pierre-Louis, et au retour, on abordera cette révélation que vous avez faite dans les colonnes du Nouvelliste. Moins de 5% de cadres de la fonction publique possèdent une licence. Avec vous, on va essayer de voir qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela veut dire. Est-ce que le fait de n'être pas détenteur d'une licence peut être considéré comme des freins au service, ou encore à la prestation de service? On va essayer de voir tout ça, mais c'est après la pause. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, Josué Pierre-Louis de l'OMRH. Restez branchés, on revient. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, le coordonnateur général. Le coordonnateur général, ce n'est pas le directeur. Quelle est la différence? Être directeur et coordonnateur? Non, le coordonnateur général de l'OMRH est un ministre, donc il a rang de ministre. Ah, d'accord. Donc, pour pouvoir agir avec ses pairs, ses collègues ministres, et que c'est un poste, comme je vous ai dit, c'était l'ancien ministère de la fonction publique. Oui, alors la question qui nous intéresse, qui intéresse beaucoup plus les téléauditeurs de Métropole,
moins de 5% de cadres de la fonction publique possèdent une licence. Tout d'abord, dites-nous, combien d'employés composent, forment la fonction publique en Haïti? On est à peu près à plus de 81 000 fonctionnaires. D'accord? On a à peu près 81 000 fonctionnaires. Ce qu'on a fait, il y a un rapport qui a été sorti en 2014 qui a fait la radiographie de la fonction publique haïtienne. Et nous autres, d'accord, déjà, lorsque j'étais secrétaire général de la primature, j'avais essayé de vérifier les conclusions du rapport dans son ensemble. Et arrivé à l'OMH, j'ai essayé de regarder ministère par ministère, secteur par secteur, l'état de la situation de la fonction publique. C'est ainsi que, à la fin, pendant l'exercice 2017-2018, on a refait la radiographie de la fonction publique, de l'administration haïtienne. Ce qu'on a pu remarquer, déjà, on a une fonction publique, on est sous-administré. Ça veut dire quoi? On a à peu près 81 000, disons 82 000 fonctionnaires, donc pour une population à peu près de 12 millions d'habitants. Donc cela veut dire que sur chaque 1000 habitants, on a 8 fonctionnaires. Lorsqu'on a vu ce chiffre, on a essayé de faire une analyse, une étude comparative par rapport aux pays de la région, d'accord, et même par rapport aux pays plus avancés et même des pays africains. On a vu que, par exemple, si on prend l'exemple de notre voisin qui est de l'autre côté, La République dominicaine. la République dominicaine, donc la fonction publique dominicaine a 400 000 fonctionnaires, c'est-à-dire 33 000 fonctionnaires, 33 fonctionnaires pour chaque 1000 habitants, alors que nous autres, on est à 8 fonctionnaires pour 1000 habitants. Et là, même en République dominicaine, donc l'armée n'est pas incluse. Donc, dans cette... dans ce chiffre. Dans ce chiffre. L'armée n'est pas incluse. Et si vous regardez, par exemple, les autres pays, et Chili, et Argentine, Venezuela, donc c'est de loin, d'accord, de 30% de fonctionnaires par habitant. Donc c'est autant dire que l'État n'est pas si grand employeur que ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Au contraire, ça a une incidence même sur l'octroi des services, parce qu'on est en sous-effectif. Ça, c'est une première considération. Et si on voit même par exemple avec la France a 60 fonctionnaires pour chaque 1000 habitants, les États-Unis, plus de 90 fonctionnaires pour chaque 1000 habitants. Et lorsqu'on regarde le cas d'Haïti, c'est comme si on est un pays en guerre. Parce que ce qu'on a pu remarquer, seuls les pays en guerre qui ont à peu près le même chiffre que nous. Donc, on est sous-administré. Et c'est que il n'y a pas énormément de cadres dans la fonction publique, parce que ça a été indiqué dans le rapport de 2014 et qui a été fait avec le concours de l'ENA en France. Il y a seulement 5% de cadres. Il est vrai que par moment, il y a des efforts, mais comme à chaque turbulence, donc il y a quand même, et c'est là le grand problème. Donc les efforts en cours, mais chaque fois qu'il y a turbulence, il y a forcément bouleversement. Et il est vrai qu'il y a malheureusement un problème de management et d'organisation du système. Il y a des cadres, il y a des fonctionnaires licenciés, mais malheureusement, pour une raison ou une autre, qui ne font pas partie de catégorie A. Comme il y a des fonctionnaires de catégorie A qui n'ont pas de licence. Mais globalement, donc on est à peu près de 5%. C'est pourquoi que le président de la République, lorsqu'on lui a présenté l'état de la situation, il nous a demandé d'organiser des concours parce qu'on ne peut pas arriver à l'émergence. Il ne peut pas y avoir de croissance et de développement économique, donc sans qu'il n'y ait dans l'administration publique des fonctionnaires compétents. Aucun pays ne peut arriver au développement sans la contribution de ses fils. Donc, d'où, depuis l'année dernière, on commence à organiser de grands concours
et de grands concours au niveau national pour recruter les meilleurs talents, tant en Haïti qu'à l'extérieur du pays. On a organisé le concours pour former le corps d'administrateurs civils d'État. Vous vous rendez compte, c'était ouvert pour seulement 50 postes, pour 50 lauréats. Il y avait plus de 2500 inscrits. Et sans prendre en compte les dossiers qui ont été rejetés pour toutes sortes de raisons de non-conformité. C'est-à-dire de gens détenteurs de licence. De licence, au minimum licence. Et on avait près de 20 candidats à détenir une maîtrise et 3 candidats à détenir une thèse, c'est-à-dire un doctorat. Et ils étaient venus de l'Europe, de l'Amérique du Nord et même de l'Afrique. Donc ça veut dire qu'on a organisé ce premier concours. Donc ils sont en formation maintenant à l'ENAP, École nationale d'administration des politiques publiques. D'accord ? À la sortie, ils vont occuper des postes de direction, des postes de conception et d'élaboration, disons des postes de catégorie A. Maintenant, on va former maintenant un corps polytechnique. C'est là l'objectif du président. On a un corps, d'accord, globalement un corps pour les questions administratives et un corps maintenant pour les questions plus techniques. Ce corps d'ingénieurs et d'architectes, qui est un corps qui va appartenir au ministère de l'Intérieur, d'accord, qui va, ces candidats, une fois après la formation, ils seront nommés et mis à disposition des municipalités, d'accord, avec pour mission justement de faire respecter le code de construction. Parce qu'on continue à construire n'importe comment, sans tenir compte, anarchique, sans tenir compte du séisme. C'est comme s'il n'y a pas eu le séisme en 2010. En 2010. Donc maintenant, c'est ça. Donc on a seulement 5% de cadres dans la fonction publique. Là, peut-être on peut dire qu'on est en sous-effectif, parce qu'on a fait le même travail pour tous les pays de la zone, mais en même temps, c'est là parfois que l'on peut penser que il y a comme si il y a trop d'effectifs dans la fonction publique. Il y a énormément de fonctionnaires au niveau de catégorie B et C. Il y a beaucoup d'assistantes administratives, beaucoup de secrétaires, beaucoup de cadres, de cadres intermédiaires, beaucoup de chauffeurs, d'accord. Et ça arrive que parfois, même pour certaines administrations, on peut trouver plus de chauffeurs que de véhicules. Là, on est en train de régulariser ça. Et c'est pourquoi encore, je salue la lettre circulaire du Premier ministre qui nous a demandé d'être attentifs à ces situations. Donc ça veut dire qu'il y a à peine, oui, moins 5% de cadres dans la fonction publique, d'où la nécessité de lancer des concours pour recruter de jeunes talents et pour intégrer de jeunes compétences et pour intégrer l'administration publique haïtienne. Et en même temps, on a aussi un ensemble quand même, près de 12% à peu près, qui sont éligibles à la retraite. Okay. On est en train d'y travailler. On ne va pas faire comme si mettre à la retraite de façon à l'aveuglette, comme si de façon aveugle. On travaille avec certains partenaires, d'accord, pour, et au fur et à mesure, progressivement, d'accord, faire ce départ. Et le principe veut que pour chaque intégration, il faut qu'il y ait un départ à la retraite. Sinon, on va devoir augmenter l'assiette fiscale. Et comme on n'a pas assez de ressources endogènes, suffisantes de ressources financières, donc ça va poser problème. Donc, d'où il y a vraiment un problème de management et la question est adressée dans son ensemble. Et c'est là la vertu du programme de modernisation de l'État. Voyons encore pour la question de sous-administration, le pays est sous-administré, vous l'avez dit. C'est Anténor Firmin qui l'a dit, et je cite de mémoire, que le diplôme est une présomption de connaissance dans la branche d'études pour laquelle on l'a obtenu. On peut dire autant pour la licence également. Est-ce que la absence de licence est synonyme d'absence de compétence? Non. Est-ce que vous l'interprétez comme ça? Non, pas du tout. Et là, vous avez raison. Ce qu'on a fait, on est en train, c'est un tout.
effectivement, il y a des fonctionnaires de qualité, d'accord, compétents, qui ont intégré depuis longtemps l'administration publique haïtienne, mais qui n'ont pas eu leur licence, qui n'ont pas de licence. Ce qu'on a fait, on a fait une formation avec une université étrangère, c'est Créteil, avec un partenariat avec l'université Quisqueya. On a fait ce qu'on appelle la validation des acquis et expériences professionnelles. On a fait ça une fois et on va refaire ça. Donc il va y avoir une deuxième cohorte, une troisième cohorte. Tous ces gens-là qui font montre de qualité, de compétences et qui sont dans l'administration publique, bien, on va leur donner un diplôme sur la base de leur expérience, mais on ne peut pas faire ça comme ça. Ils vont recevoir une formation avec une université experte dans ce domaine, donc pour faire ce qu'on appelle la validation des acquis et expériences professionnelles. On a fait ça. Pour l'intégration de l'administration publique, est-ce qu'il y a un parti pris pour les étudiants ou encore ceux qui ont étudié à l'université d'État, par exemple? Non, c'est ouvert à tout le monde et c'est anonyme. C'est ouvert, le concours est ouvert à tout le monde et on constitue un jury indépendant. Et c'est là l'une des grandes innovations. C'est que pour le premier concours, ça a été présidé par le professeur Alain Gilles, d'accord, qui est passé de présentation, qui est recteur d'université, professeur, d'accord, avec d'autres secteurs de la société civile et des ministères sectoriels, d'accord, désignés par le CESAF, donc qui a organisé le premier concours. Donc l'État, l'OMH, n'avait aucune intrusion. On n'était même pas au courant. On a tout simplement apporté les apports techniques, logistiques nécessaires pour permettre au jury, d'accord, de remplir sa tâche. Mais on va faire la même chose pour ce concours. Déjà, et les membres qui sont désignés pour faire partie de ce jury, d'accord, ont été désignés, les membres choisis ont été désignés par exemple, la faculté des sciences, par l'initiative de la société civile, par l'association des maires, d'accord, par des entités de la société civile, par des associations, des entités de la société civile. Et par exemple, la personne qui est désignée comme président de ce jury pour organiser ce grand concours pour former le corps d'ingénieurs et d'architectes, d'accord, c'est le professeur Christian Rousseau, qui est proposé par la faculté des sciences. Il y a Madame Monique Rocourt et comme vice-président, ainsi d'autres membres désignés par la FENAM et par d'autres entités, le Collège national des architectes et ingénieurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du sérieux. C'est que si on organise un concours pour recruter les meilleurs, il faut que ce soit un concours, d'accord, digne de ce nom, un concours donc sans aucun parti pris. Donc c'est-à-dire que on reçoit les dossiers, on les remet au jury et la première démarche, c'est on enlève les noms et on met un numéro. Même les membres du jury, d'accord, ne pourra pas identifier la feuille ou le candidat, etc. Donc c'est un concours anonyme. Il y a même des candidats étrangers qui ont passé le premier concours, donc on ne sait pas. Alors les formations que je peux vous donner, c'est que on a été très fiers, à la vérité, comme professeur, d'accord, des universités, de voir que l'université haïtienne, quand même, donc qu'on le veut malgré toutes les difficultés, et ils ont eu, parce qu'il y avait pas beaucoup... aussi malade que la société l'est. On le croit, parce qu'il y avait beaucoup de candidats étrangers qui ont passé le concours. Et ils n'étaient pas supérieurs. Non, les premiers lauréats, les lauréats étaient tous notamment de l'Université d'État d'Haïti. Intéressant. Et maintenant, vous l'aviez dit tout à l'heure que l'OMRH, pour arriver à déceler cette vérité, moins de 5% de cadres dans la fonction publique possèdent une licence. Vous aviez passé au crible les ministères, les différentes entités, etc., etc. Une question s'impose. Est-ce qu'il y a des ministères qui sont plus performants que d'autres? Est-ce que vous êtes parvenu à ce constat? Est-ce que vous pouvez citer même pour nous certains ministères qui sont
les ministères qui sont les plus performants et les autres ministères qui font en quelque sorte contre-performance dans leur travail. Et naturellement, on a déjà produit le rapport au Premier ministre. Peut-être qu'on ne va pas citer les ministères peu performants, et parce que l'innovation dans le cadre du programme de modernisation de l'État 2023, c'est que chaque fin de l'exercice, on va distribuer des labels aux ministères performants. Donc le ministère de la Planification, c'est un ministère, le ministère des Finances. Et on travaille avec les ressources humaines, donc au niveau du ministère de la Santé publique. Donc il y a des ministères très performants, il y a d'autres qui le sont moins. Et même quand on parle de 5%, il y a des ministères qui sont au-dessus, très au-dessus de 5%. Il y a des ministères, il n'y a que des cadres. Okay. Mais il y a d'autres ministères, et même quand on prend le nombre global, on les compare. Donc on a fait ce travail, donc on a remis le rapport au Premier ministre, parce qu'il faut le savoir que l'OMH travaille pour le Premier ministre. Et l'innovation, ce qui est introduit dans le cadre du programme de modernisation de l'État, parce que puisque maintenant, l'orientation qui est faite, c'est la gestion axée, orientée vers les résultats, et bien à la fin de chaque exercice fiscal, il y a des indicateurs de résultats, d'accord, de performance, donc pour chaque ministère, qui seront affichés et que il y a des labels, des notes que le Premier ministre va donner aux Alors, laissez-moi vous poser encore une fois, encore reposer la question, si vous voulez, d'une façon beaucoup moins, disons, moins embarrassante. On a 18 ministères, par exemple, aujourd'hui. Sur les 18 ministères, combien sont performants, peu performants, pas performants du tout? On peut essayer de faire ce petit exercice quand même. Je travaille pour le Premier ministre. Je dois laisser au Premier ministre le soin de faire ce travail. Okay. Alors, parce que le problème, c'est que n'oubliez pas qu'il y a 3 types d'évaluation. On fait d'abord l'évaluation de la performance individuelle. On essaie aussi d'évaluer les services et faire la 3e évaluation qui est l'évaluation des ministères. Le problème, c'est qu'avant, donc s'il n'y avait pas de fiche de poste, parce qu'on ne peut pas on ne doit pas être trop exigeant envers les ministères si préalablement les consignes n'ont pas été clairement définies. Et c'est là l'objectif du programme de modernisation de l'État. Maintenant, c'est axé sur la gestion, axée sur les résultats. Maintenant, les ministres le savent, ils sont au courant. Le Premier ministre va organiser un séminaire gouvernemental pour porter à l'attention des ministres, voilà ce qu'on attend de vous, les résultats qui seront attendus, et c'est dans ce cadre-là, d'accord? Après, je vous le dis, à la fin de l'année de l'exercice 2018-2019, les indicateurs de résultats seront clairement indiqués, et ça, on va le faire. Mais il est vrai que, n'oubliez pas que certaines directions, certaines directions aussi des organismes autonomes à caractère financier et industriel. Donc, il y a ça. Donc, maintenant, avant, il n'y avait pas forcément cette exigence. Donc, c'est même pour la fonction publique. C'est qu'on est en train de faire un travail intéressant à l'OMH avec des cadres vraiment de qualité, de très grande valeur, et aussi au niveau de la primature, parce qu'on travaille avec les différents coordonnateurs de la primature et avec les différents aussi coordonnateurs au niveau du palais, les secrétaires généraux. Donc ce sont des gens de très grande valeur qui ont apporté un appui considérable dans le cadre de la mise en œuvre et de la réforme de l'État, et avec certains conseillers mis à disposition de l'OMH, certains consultants par nos partenaires techniques et financiers, on est en train d'y travailler. Donc la grande innovation, c'est maintenant la gestion axée, orientée, une administration orientée vers les résultats. Maintenant, on va dire clairement, d'accord, à tous les responsables des administrations, voilà les résultats qui sont attendus, les indicateurs de résultats seront indiqués. Maintenant, comme ça, on pourra faire ça. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est en train maintenant de constituer les corps de la fonction publique. Okay. Et c'est pourquoi il y avait autant
autant de clientélisme, autant de népotisme. Parce qu'une fonction publique de carrière s'organise en corps. Quand il n'y a pas de corps, c'est possible de demander de mettre un tel. Par exemple, au niveau de la police nationale, c'est difficile de demander de mettre quelqu'un commissaire qui n'a pas passé le concours, qui n'est pas policier. Donc, on est en train d'organiser les grands corps. Et là, maintenant, je travaille avec le ministre des Finances. Donc, il est en train de former les différents corps, douane, DGI, et des services déconcentrés du ministère. D'accord, ils sont en train de faire ça. Et nous autres, on est en train de monter les corps. Nous sommes en train de monter les différents corps, et notamment le corps des DRH, des directeurs des ressources humaines. Parce que le problème, c'est que parfois, dans le cadre de la mise en œuvre et de la réforme, on fait des formations pour des directeurs, pour des chefs de service, et à chaque changement de ministre, ou à chaque changement de directeur général, on les change. Donc, à chaque fois, on est obligé de recommencer avec la formation, etc. Donc, maintenant, on va organiser un corps. Il va y avoir des corps de métier dans la fonction publique. Parce que être fonctionnaire, c'est un métier. Et c'est ça qu'on essaye d'organiser. Donc, le système en corps. Et d'où, maintenant, pour qu'on ait une administration publique qui assure, qui garantit cette rentabilité au titre des dispositions de la Constitution de 1987, article 236, il faut que la gestion soit axée sur les résultats. Une dernière question, Monsieur Pierre-Louis. À 2 ou 3 reprises, autant que je me rappelle, le président de la République, Jovenel Moïse, il avait un petit peu dénoncé l'obsolescence, sinon la vieillesse, en quelque sorte, si vous permettez, de l'administration publique. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au stade de rajeunissement? Et tout à fait. Il faut l'admettre qu'on a une administration publique vieillissante. C'est-à-dire... À quel pourcentage? Je ne me rappelle pas, le président l'avait dit. Globalement, on peut dire à peu près 12%. Globalement. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va mettre les 12% à la retraite d'un coup. Non. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui représentent pour l'instant la mémoire de l'institution. Et ce sont des gens extrêmement compétents. Parce qu'on est en train de rajeunir, parce que le rajeunissement va énormément influencer la mise en œuvre de la réforme de l'État, notamment par rapport à l'axe 4 qui concerne la gouvernance électronique, parce que les jeunes sont, et c'est la tendance, on fait partie d'une époque, d'une génération, mais les cadres compétents qui sont là depuis longtemps, donc qui sont aptes toujours à apporter leurs compétences au service de l'administration, donc on ne peut pas les envoyer n'importe comment. Donc ça va se faire graduellement, et c'est pourquoi il y a un programme qui est mis en place, sur instruction du président de la République et sous le pilotage, l'autorité du Premier ministre. Donc on est en train de travailler par étapes. C'est pourquoi que la mise en œuvre de la réforme se fera de façon itérative, c'est-à-dire étape par étape. On va faire adresser 3 ministères, la première cohorte, après il va y avoir une deuxième cohorte et une troisième cohorte. Effectivement, le processus de rajeunissement est en cours parce que maintenant, et jusqu'à 25 ans, il n'y a même pas 1% de jeunes dans la fonction publique. Donc on est à 0,78, etc. Et donc il n'y a pas beaucoup de jeunes jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans. Alors ça peut se comprendre, parce qu'à 25 ans, on est encore à l'université. D'accord? Mais quand même, on peut toujours agir pour voir que, même par des stages, comment, parce qu'on sait que la jeunesse est très représentée au niveau de la société haïtienne. On reproche à l'État de ne s'être pas approprié la technologie. Est-ce que dans le processus de rajeunissement, vous y pensez? Ah, tout à fait, parce qu'il y a un axe qui est l'axe 4 qui concerne la gouvernance électronique. Il est vrai que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et c'est pourquoi nous autres, dans la mise en œuvre de la réforme, il y a plusieurs formules aux méthodes en cours dans les différents pays, notamment dans le cas des pays de l'OCDE. Il y a la méthode Copernic, etc. Et nous autres, on adopte la formule, la méthode ABCDA dans la mise en œuvre de la réforme. A pour l'appropriation. Il faut que la réforme soit appropriée d'abord par les fonctionnaires et après pour pouvoir convaincre les autres acteurs. Il faut que les usagers
et comprennent la réforme qui est en cours, c'est important l'appropriation. Il ne peut pas y avoir de réforme sans budget, parce que toute politique publique demande, c'est un budget, oui. D'accord? Donc il faut que l'État, et là, heureusement pour nous, et c'est pourquoi on est très optimiste, parce que le président de la République est impliqué au premier chef. D'ailleurs, lors de la présentation du Premier ministre Jean-Henri Séan, dans son discours du président, son excellent Jovenel Moïse, il a demandé clairement au Premier ministre de mettre des moyens à disposition de l'OMH pour la mise en œuvre de la réforme de l'État. Et la satisfaction pour tous les membres du comité d'élaboration, c'est que le Premier ministre Jean-Henri Séan, déjà comme citoyen avisé, avait apporté sa contribution technique et scientifique dans le cadre de la préparation du programme. Donc ça veut dire que pour le budget, il n'y a pas de problème. Et communication, donc on doit communiquer, une communication institutionnelle, à la fois à l'interne et à l'externe. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, même dans la formation du comité d'élaboration, on avait envoyé une correspondance aux différentes associations des médias pour qu'elles nous accompagnent dans ce processus. Et c'est de là que le journaliste senior, M. Ewald Jean-François, a été désigné comme membre pour intégrer le comité d'élaboration. Donc, communication, c'est extrêmement important dans la mise en œuvre d'une réforme. Dès la formule ABCDR, dès cette douceur, parce qu'on ne peut pas réformer d'un coup. Non. La réforme, c'est une entreprise de longue haleine. Ça prend du temps. Par exemple, en France, la réforme de l'État en France a commencé depuis le Moyen-Âge. Et jusqu'à présent, c'est à chaque fois, d'accord, à petite échelle. On met une pierre, on pose une pierre pour arriver, on ne peut pas réformer d'un coup. Et ce qu'on va essayer d'introduire aussi dans le cadre du PME 2023, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire, on va essayer avec des ministères sectoriels. On va identifier 3 ministères pour commencer la mise en œuvre des réformes majeures. Et on verra, après l'évaluation, si on peut généraliser. Ça permet de corriger, de rectifier. Parce qu'il faut savoir les différents moments de la réforme. Là, on est à la phase d'élaboration. C'est fini. Et la première étape de lancement. Après, il va y avoir d'ici, le Premier ministre m'a demandé pendant ce trimestre de poser les premières bases de la réforme. Donc c'est ce qu'on va faire au cours de ce trimestre. Et l'étape de mise en œuvre. Et après, troisième étape, c'est l'étape de l'évaluation. Et c'est de là qu'on va voir, parce qu'il faut qu'il y ait une sorte de branle-bas. C'est ça qu'on va essayer de faire. Et là, c'est un point important sur lequel je veux insister, tant il me paraît essentiel. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme. Mais le problème, c'est que c'était fait de façon sectorielle, dispersée. Il n'y avait pas un fil conducteur, un fil d'Ariane. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que pendant les premiers moments, les premières actions, le Premier ministre a demandé à ce que ça se fasse en même temps dans tous les ministères, pour qu'il y ait une sorte d'impact, pour que les citoyens voient, pour que ce soit lisible. D'accord? Parce que là, d'abord, on va adresser demain, lors de la rencontre avec les différents directeurs généraux, comme on a annoncé tout à l'heure, par exemple, on va revoir totalement le cadre physique d'accueil. Et quand on parle accueil, c'est dès la réception jusqu'au supérieur. Au bureau du directeur. Au bureau du directeur ou du ministre. Donc il faut qu'il y ait une sorte de signalisation. Quand vous arrivez dans un espace, dans un bureau public, mais il faut déjà qu'on vous dise voilà ce qu'il faut faire, le prix, d'accord, le délai d'attente, d'accord. Donc là, on va adresser tout ça. Et c'est l'axe 1 qui concerne l'amélioration de la prestation des services rendus à l'usager. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes et d'espoir autour du programme de modernisation de l'État. On ne peut pas mener une réforme s'il n'y a pas une volonté politique. Et c'est pourquoi que il y a des valeurs qui entourent la réforme, et comme première valeur, il faut un changement de comportement, un changement
d'attitude, un changement de culture. Et ça concerne d'abord les dirigeants. Il faut que dans la mise en œuvre de la réforme, les ministres, les directeurs généraux, eux-mêmes, ils soient les principaux et promoteurs de la réforme. L'exemplarité dans leur comportement. Parce que ce qui est important, que tout un chacun qu'on doit le savoir, aujourd'hui, on a eu la chance d'occuper une fonction de ministre, de directeur ou de coordonnateur. Mais demain, on redeviendra simple usager. Oui. C'est-à-dire que c'est pourquoi que lorsqu'on a eu cette chance, on doit tout faire pour améliorer, d'accord, les services publics. Donc c'est pourquoi que je dis à tout un chacun, il faut oser la mise en œuvre de la réforme de l'État. Monsieur Josué Pierre-Louis, merci d'avoir été avec nous. Et les téléauditeurs de Métropole ont beaucoup appris aujourd'hui de ce qui se fait en termes, encore dans le processus de réforme de l'État. Merci beaucoup et ça a été un plaisir de partager avec vous et par votre intermédiaire avec tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Et on ne peut pas mener une réforme aussi s'il n'y a pas des citoyens responsables. Et c'est pourquoi que je demanderai aux usagers d'être très exigeants aussi. C'est pourquoi on a introduit dans le comité d'élaboration des représentants, des associations, des consommateurs, d'accord, pour veiller à la mise en œuvre de la réforme de l'État. Donc voilà, et ça a été un plaisir et je serai toujours disponible donc, pour parler de la réforme de l'État, d'accord, pour que les citoyens comprennent ce qu'on est en train de faire et nous accompagnent. Voilà, merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, c'était le coordonnateur général de l'OMRH, Josué Pierre-Louis. Restez branchés sur Métropole et vous ne serez pas mieux ailleurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.